Grâce à vous, messieurs les présidents honoraires et actuels et futurs, grâce à l'Union internationale, nous avons appris une chose essentielle. C'est que tous les huissiers de justice peuvent se donner la main pour avancer ensemble vers un monde meilleur. Qu'ils n'oublient pas de tenir fermement dans leurs mains le Code mondial de l'exécution, qui doit servir de modèle universel pour un développement économique, social, durable et équitable. 5 parties dans ce code que nous allons maintenant présenter en les synthétisant, bien sûr, faute de temps, permettent de parvenir à ces objectifs. Dans la première partie, nous avons d'abord les dispositions générales, les principes fondamentaux. Le premier, bien sûr, qui est déjà connu dans la plupart des législations et des États, c'est ce nouveau droit de l'homme, auquel d'ailleurs l'Union internationale a largement participé, et qui est le droit à l'exécution des titres exécutoires. Le droit à l'exécution est bien sûr un droit fondamental et il est essentiel qu'il soit prévu dans les textes, notamment à valeur normative supérieure, dans la Constitution, dans les lois fondamentales de chacun des États. Mais si le créancier a droit à l'exécution des titres exécutoires, le débiteur a aussi la responsabilité d'exécuter ses obligations. Comme disait un juriste français ancien, on attache les bœufs par les cornes et les hommes par les paroles. Quand on a engagé sa volonté, son consentement, il faut exécuter et il faut donc répondre de la totalité de ses dettes sur tous ses biens. Et certains États créent des registres d'identification des patrimoines des débiteurs. La notion de titre exécutoire, comme nous le voyons dans l'article 3 de ce code, est un élément essentiel dans un état de droit. Pour assurer la sécurité juridique, il faut que les créanciers sachent quels sont les titres qui permettront une exécution effective. Et surtout, nous l'avons vu déjà dans certains États, il ne faut pas que le bénéficiaire d'un jugement soit obligé de retourner devant un juge pour obtenir l'exécution de sa décision. Le titre exécutoire doit être immédiatement exécuté par un huissier de justice, par un professionnel, et non pas selon une procédure compliquée. L'accès à l'exécution doit être un accès égalitaire, sans discrimination. Il faut donc que les frais de l'exécution, le coût de l'exécution, ne soient pas excessifs, surtout pour les créanciers. Le texte de l'article 5 prévoit un principe général. Il appartient bien sûr aux débiteurs défaillants de payer les frais de l'exécution. Si ce débiteur est insolvable, il faut naturellement que l'huissier de justice ait des revenus suffisants pour procéder à l'exécution et exercer son activité. C'est donc le créancier qui paiera évidemment les frais de l'exécution en cas de défaillance du débiteur. Nous comprenons tous pour quelles raisons. Un droit de l'homme doit être un droit effectif, concret et réalisé dans un délai raisonnable pour, évidemment, assurer un développement économique et la satisfaction du créancier. L'article 6 et l'article 7 s'occupent des délais de l'exécution et notamment du délai raisonnable que tous les États connaissent et qui pèse sur l'huissier de justice. N'oublions pas que c'est un professionnel diligent qui respecte la rapidité de l'exécution. Néanmoins, l'article 7 introduit les droits de l'homme du débiteur. Le débiteur doit pouvoir être protégé à son domicile au moins la nuit. Et bien sûr, l'exécution ne sera pas faite par l'huissier de justice pendant les délais nocturnes, pendant la nuit, bien sûr. Pour pouvoir exécuter un titre exécutoire, il est nécessaire que le débiteur soit informé d'abord du contenu de ses obligations, mais également de la possibilité éventuelle d'assurer sa défense et de se défendre, de contester la mesure. C'est la raison pour laquelle l'article 8 prévoit que les titres exécutoires doivent être signifiés ou notifiés, en tout cas portés à la connaissance du débiteur. Et nous le savons tous, une signification performante, efficace, ne peut être menée que par un professionnel compétent, formé et qui respecte évidemment les standards de la signification.
Pour que l'huissier de justice puisse signifier, pour qu'il puisse exécuter, il doit pouvoir accéder aux informations concernant l'adresse du débiteur, concernant bien entendu la localisation de ses biens. L'article 9 prévoit un droit fondamental à la fois du créancier, mais en même temps de l'huissier de justice, l'accès aux informations. N'oublions pas, nous sommes à une ère où nous protégeons les données personnelles du débiteur, mais néanmoins, l'huissier de justice est un professionnel tenu au secret professionnel. Il n'y a donc aucune raison que les législations ne lui permettent pas d'accéder aux informations nécessaires pour procéder à une exécution effective, comme vous pouvez le lire dans l'article 9. Mais ce code, vous le voyez, est aussi un code novateur, un code moderne, bien sûr, puisque nous avons entendu hier que les huissiers étaient les conquérants du 3e millénaire. Alors, l'article 10 nous montre qu'il introduit évidemment un concept de fond, un mouvement de fond universel, qui est celui d'une exécution participative, collaborative, alternative, faisant évidemment appel à la médiation, à la conciliation, au consentement du débiteur et du créancier. Tout ceci, bien sûr, sous l'égide de l'huissier de justice, qui va recueillir le consentement du débiteur et du créancier, qui va permettre un aménagement de la dette, des délais de paiement, dans le cadre, évidemment, de cette nouvelle exécution. Et on a parlé hier de la médiation post-judiciaire, qui entre tout à fait dans ces concepts novateurs. Un autre concept très novateur est le fait que lorsqu'on exécute une créance sur un débiteur, il ne faut pas non plus que le débiteur perde sa dignité ou la totalité de ses droits. Il faut aussi que ce débiteur puisse avoir des procédures permettant un rétablissement, ce que l'on pourrait appeler une restructuration de la dette. Bien sûr qu'il doit payer sa dette, mais il ne doit pas non plus se trouver exclu complètement de la société parce qu'il a été amené à payer. L'article 11 prévoit donc la possibilité de processus de rétablissement du débiteur selon les lois nationales. Alors bien sûr, l'huissier de justice n'est pas encore installé dans son fauteuil de dentiste avec ses lunettes Google à réalité augmentée, mais néanmoins, l'article 12 du Code introduit bien sûr les nouvelles technologies dans le droit de l'exécution et dans l'exécution. Conformément aux évolutions évidemment technologiques de l'État, les États doivent prévoir bien sûr les adaptations technologiques du droit de l'exécution, bien entendu. Alors, je vais passer sur le concours de la force publique, la transparence, pour arriver à la deuxième partie, qui est bien sûr le fer de lance aussi de l'Union internationale, c'est-à-dire le statut des agents d'exécution. Une exécution équitable, solidaire, durable, moderne ne peut être réalisée que par des professionnels de l'exécution, formés, compétents, diligents, responsables, autonomes. Alors je ne vais pas détailler tous ces principes dont nous avons bien sûr déjà discuté, que vous pourrez lire dans le Code mondial, mais il est essentiel que la crédibilité des agents d'exécution soit installée, cela légitime bien entendu leur mission fondamentale et leur permet d'asseoir, bien entendu, leurs compétences et leur statut dans toutes les législations et tous les systèmes judiciaires. Il me semble que c'est un rôle extrêmement important que je ne vais pas détailler faute de temps, mais il y aurait beaucoup de choses à dire sur les qualités essentielles des huissiers de justice dont nous avons déjà abordé certaines. Alors, je viens évidemment au rôle du juge à l'article 22. Nous avons vu aussi qu'un processus d'exécution doit être équitable et qu'il doit adapter évidemment la rigueur de l'exécution à la situation économique des débiteurs, surtout en période de crise. Donc le juge va intervenir pour pouvoir à la fois contrôler l'exécution et bien entendu, le cas échéant, suspendre une mesure de vente, notamment du domicile, du lieu d'habitation évidemment du débiteur en cas de circonstances exceptionnelles, bien entendu, et accorder des délais d'exécution ou contrôler les mesures. Un autre élément, une autre partie concerne les dispositions communes à toutes les mesures d'exécution et nous retrouvons là, évidemment, l'introduction des droits de l'homme dans les processus d'exécution. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il faut définir naturellement des biens insaisissables. Le débiteur est débiteur, certes,
mais il a droit à la vie, il a droit à sa vie familiale, il a le droit de ne pas être exclu de la société. En conséquence, on doit lui réserver une part pour vivre, et nous retrouvons la notion, bien sûr, de bien insaisissable. La mesure d'exécution doit être proportionnée au montant de la dette. Il ne s'agit pas, là encore, de faire plier le débiteur et de l'empêcher, évidemment, de se rétablir, de survivre à cause d'une mesure qui serait abusive. Donc il y a un principe de proportionnalité. Cela signifie qu'il y a plusieurs mesures possibles. Il faut donc confier à l'huissier de justice la possibilité, l'autonomie, la responsabilité de choisir la mesure adaptée à la situation économique du débiteur et également à la situation économique, naturellement, du créancier. C'est ce que l'on appelle également la flexibilité des mesures d'exécution, qui suppose que les États définissent un panel de mesures d'exécution avec des gradations pour permettre cette adaptation sous l'égide toujours et sous le contrôle de l'huissier de justice, bien sûr, et du juge en dernier état. D'autant que, nous le savons, les patrimoines modernes évolue, il change. On ne saisit pas un compte en banque comme on saisit un véhicule automobile ou un bien immobilier, une terre ou un immeuble. Il faut donc que le droit s'adapte à l'évolution des biens, de la nature des biens, pour modifier, là encore, les mesures, évidemment, d'exécution. Enfin, un point très important et qui intéresse bien sûr les organisations internationales et les droits de l'homme. On ne doit pas emprisonner un débiteur pour dette civile. Ça, c'est un principe qui devrait être introduit dans les textes. On ne doit pas utiliser les enfants ou la famille et les contraindre à un travail forcé pour rembourser sa dette. Voilà un droit de l'homme, bien entendu, primaire et fondamental, qui doit être inscrit naturellement dans un code mondial et dans les textes, bien entendu, internationaux. La dernière partie concerne les mesures provisoires. Nous savons qu'à l'échelle internationale, comme à l'échelle nationale, la mesure provisoire est un droit fondamental du créancier. Elle permet d'anticiper, d'éviter l'insolvabilité du débiteur qui se profile. Les comptes en banque, il suffit d'un clic pour envoyer des millions de dollars dans un pays étranger. Il faut donc que le créancier puisse anticiper sur l'organisation de son insolvabilité par le débiteur et obtenir du juge des mesures provisoires. Nous avons donc prévu dans le Code des procédures rapides qui ne peuvent ne pas être contradictoires pour obtenir ces mesures. Voilà, chers membres de l'Union internationale, comment nous pouvons synthétiser ce magistral travail commun. Je vous remercie.